Imaginez que vous regardez un film d'horreur, la scène où le monstre surgit devant la porte, vous sursautez, vous renversez votre bol de popcorn. Retenez bien cette idée, parce que c'est exactement ce qui se passe sur les marchés financiers quand une menace qu'on a déjà vécue revient frapper à la porte. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient en boucle dans mes commentaires, dans les discussions un peu partout, c'est-à-dire l'idée d'un nouveau Covid, une nouvelle pandémie, un nouveau virus qui débarque. La grande question qui angoisse, vous êtes nombreux à me l'avoir posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire un nouveau krach boursier? Est-ce qu'on va revivre mars 2020? Est-ce qu'il faut, je sais pas, sortir de la bourse maintenant pour se protéger? Donc c'est dans cette vidéo que je vais d'abord vous rappeler ce qui s'est vraiment passé en 2020 parce qu'on a tous tendance à mal s'en souvenir. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi un nouveau virus ne provoquerait peut-être pas tout de même le krach et enfin, comment vous pouvez vous préparer à un événement que par définition personne ne peut prévoir. Alors commencez par se rappeler les faits, parce que la mémoire c'est très sélectif. En mars 2020, qu'est-ce qu'on a vécu? Ça a été tout simplement le krach le plus rapide de toute l'histoire de la bourse. Pas un des plus rapides, le plus rapide. Et regardez la courbe que je vous mets sous les yeux, elle est assez parlante parce que les grands indices mondiaux ont perdu plus de 30% en l'espace de quelques semaines seulement. Aux États-Unis, le S&P 500 a chuté d'environ 34% entre son sommet de février et son point bas du 23 mars. Et en France, le CAC 40, le 12 mars 2020, sur une seule séance, sur une seule journée, regardez bien ce chiffre, a perdu plus de 12%. Et c'est tout simplement sa pire séance depuis sa création en 1988. Et l'indice de la peur, c'est ce qu'on appelle le VIX, qui mesure la nervosité des marchés. Et là, je vous montre son évolution. Il a littéralement explosé à un niveau record autour de 82. Alors qu'en temps normal, vous voyez sur ce graphique, il est plutôt autour de 15-20. Donc autrement dit, on a vécu une panique absolue et totale. Et les gens vendaient tout, n'importe quoi, à n'importe quel prix. Mais, et ça, c'est ce qu'on oublie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et ben la remontée a été presque aussi spectaculaire que la chute. Et regardez maintenant cette même courbe, mais en entier, parce qu'elle raconte toute l'histoire. En quelques mois seulement, les marchés américains effaçaient déjà leurs pertes et repartaient battre les records. Donc si vous aviez paniqué, vous aviez tout vendu fin mars dans la terreur, vous aviez fait la pire opération possible, vous avez vendu au plus bas et vous avez regardé la train partir sans vous. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ça a remonté aussi vite? Et c'est toute la question et c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui. Parce que ce qui a fait remonter les marchés, c'est pas le virus qui a disparu. Le virus était toujours là. Ce qui a refait remonter les marchés, c'est la réaction. C'est-à-dire que les banques centrales et les gouvernements ont sorti l'artillerie lourde du jamais vu. Et c'est cet article que je vous affiche le montre bien. Aux États-Unis, un plan de soutien d'environ 2000 milliards de dollars. Les banques centrales qui injectent des liquidités à un niveau historique, qui font tout pour rassurer. Et c'est là qu'on touche un truc essentiel, sur le fonctionnement des crachs. Ce qui provoque un krach, c'est jamais vraiment l'événement lui-même, c'est la surprise, c'est l'inconnu. En 2020, ce qui a terrorisé les marchés, c'était pas le virus en tant que tel, c'était qu'on ne savait absolument rien. On ne savait pas combien de temps ça durerait, on ne savait pas si l'économie allait redémarrer, on ne savait pas comment les États allaient réagir. C'était la première fois, c'était le premier visionnage du film d'horreur. Et donc maintenant, posez-vous la vraie question. Si un nouveau virus débarquait demain, est-ce qu'on serait dans le premier visionnage ou dans le deuxième ? Vous voyez où je veux en venir. Aujourd'hui, les marchés ont déjà vu le film. Ils connaissent le scénario, ils savent que face à une pandémie, en gros, les banques centrales vont injecter. Les États vont dépenser, l'économie finira par redémarrer. Donc je veux dire, on peut imaginer que la réaction serait beaucoup moins violente, beaucoup moins paniquée, parce que tout le monde anticiperait déjà le sauvetage. Le monstre, derrière la porte, on l'a déjà vu. Sauf que, et c'est là que je vais nuancer, parce que ça serait trop simple, il y a un piège énorme dans ce raisonnement. Le piège, c'est de croire que la prochaine crise ressemblera à la précédente. Et ça, c'est une erreur que je vois absolument tout le temps. Regardez cette frise des grands crachs que je vous mets à l'écran. L'éclatement de la bulle Internet en 2000, la crise financière de 2008, le Covid en 2020, aucun ne ressemble au précédent. Et c'est exactement ce que je vous expliquais dans la vidéo sur les moyennes et les rendements. Vous savez, l'historique des 2 accidents de voiture. C'est pas parce que vous avez 2 accidents sur un lieu, sur une route de campagne en plein jour, que le 3e sera pareil. Vous pouvez très bien avoir un accident sur l'autoroute de nuit sous la pluie. Eh bien les crachs, c'est exactement la même chose. Tous les investisseurs qui s'y préparent méticuleusement à revivre le krach précédent. Ils ont souvent un train de retard parce que le krach suivant, par définition, il arrive d'où on ne l'attend pas et il prend une forme différente. Et puis surtout, il y a un événement qui a complètement changé entre 2020 et aujourd'hui. Et regardez ce comparatif parce que l'écart est énorme. En 2020, les taux d'intérêt étaient à 0 voire négatifs. Les banques centrales avaient donc une marge de manœuvre énorme pour intervenir, pour baisser les taux, pour rassurer. Aujourd'hui, comme vous le voyez sur la barre d'en face, la situation est différente. On sort d'une période d'inflation, les taux sont remontés, la dette des États a explosé un peu partout. Donc si une nouvelle crise majeure frappait maintenant, est-ce que les banques centrales et les gouvernements auraient autant de munitions qu'en 2020 pour venir au secours des marchés? Et c'est pas si sûr. Et c'est ça le vrai sujet d'inquiétude. Beaucoup plus que le virus en lui-même. Le danger, c'est pas tant qu'un nouveau Covid arrive, c'est qu'un choc, n'importe lequel, arrive à un moment où le coussin de sécurité est moins épais qu'avant.
Bon, et alors concrètement, ce risque pandémique, il est où aujourd'hui? Parce que je veux pas vous vendre de la peur, c'est pas mon truc. Soyons factuels, le candidat dont parlent le plus les scientifiques en ce moment, c'est la grippe aviaire, le fameux virus H5N1. Et regardez ce tableau de chiffres parce qu'il est important, je vais être très clair pour pas raconter n'importe quoi. Depuis 2003, l'Organisation mondiale de la santé a recensé plus de 1000 cas humains de ce virus avec un taux de mortalité historiquement très élevé. On parle de chiffres autour de 30 à 50% chez les cas détectés. Donc sur le papier, ça fait peur, évidemment. Mais, et c'est le mais le plus important, regardez la dernière ligne du tableau à ce jour. Il n'y a pas de transmission durable et humaine qui soit confirmée. C'est-à-dire que le virus ne se balade pas d'humain à humain comme le ferait une grippe classique. C'est ce qui change absolument tout. Et enfin, 2025, l'évaluation officielle de l'OMS, c'est que le risque pour la population générale reste faible, même si les institutions comme l'Institut Pasteur, elles, appellent à rester vigilantes et à se préparer. Donc, voilà la photo honnête de la situation. Un risque réel, surveillé de près, mais qui à ce jour reste faible. Pas une pandémie imminente, mais pas non plus zéro risque. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Nous, en tant qu'investisseurs, parce que c'est bien beau d'analyser, mais vous, ce qui vous intéresse, c'est je fais quoi de mon argent? La première chose, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Il faut surtout pas essayer de prédire le déclencheur. Vous n'arriverez jamais à savoir si la prochaine crise viendra d'un virus, d'une guerre, d'une crise immobilière, d'un truc dans la tech qu'on n'a pas vu venir ou d'autres choses qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Donc construire toute une stratégie autour de la peur d'un nouveau Covid, c'est aussi absurde que de construire votre maison uniquement pour résister au dernier tremblement de terre, alors que le prochain risque reste une inondation. Ce que vous pouvez faire en revanche, et ça c'est beaucoup plus malin, c'est construire un portefeuille qui résiste à n'importe quel scénario. Et justement parce que vous ne savez pas lequel va se réaliser. Et regardez le petit schéma que je vous affiche, parce que ça tient en 3 piliers très simples. D'abord, une marge de sécurité, exactement comme je le disais dans la vidéo sur les rendements, c'est-à-dire ne pas être investi à 110% de vos capacités. Gardez un peu de cash de côté parce que c'est précisément dans ces moments de panique qu'on peut acheter à prix cassé si on a des liquidités. Ensuite, deuxièmement, le pilier sur le schéma, la diversification. Ne pas tout mettre sur un seul pays, un seul secteur, une seule classe d'actifs. Parce qu'un choc va frapper certaines choses très fort et en épargner d'autres et vous ne savez pas à l'avance lesquelles. Et enfin, troisième pilier, et c'est peut-être le plus dur psychologiquement, accepter à l'avance que ça va trembler. Si vous savez, avant même que ça arrive, que votre portefeuille peut perdre 30 à 40% sur un coup dur, et le jour où ça arrive, vous ne paniquez pas, vous tenez. C'est exactement ce qui fait la différence entre celui qui s'enrichit sur le long terme et celui qui se fait essorer à chaque crise. Donc si je dois résumer tout ça en une phrase, la voici. Un nouveau Covid, ça ne signifie pas mécaniquement un nouveau crack comme en 2020. Parce que les marchés ont déjà vu le film et qui réagiraient différemment. Mais le vrai danger, lui, il n'a jamais disparu. C'est l'idée qu'un choc, qu'il vienne d'un virus ou d'ailleurs, frappe à un jour au pire moment. Et c'est la seule chose intelligente à faire, c'est pas d'essayer de deviner quand ni d'où, c'est de construire dès maintenant un portefeuille assez solide et assez humble pour encaisser ce que vous n'avez pas vu venir. Parce que comme toujours en finance, ce qui compte, c'est pas le scénario que vous redoutez, c'est votre capacité à survivre à tous les scénarios. Et vous dites-moi en commentaire dans quel camp vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous dire moi je reste investi quoi qu'il arrive, je touche à rien, je tiens sur le long terme et tant pis pour les secousses? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt du genre à garder une grosse poche de cash en permanence, prêt à dégainer le jour où le marché s'effondre pour acheter quand tout le monde a peur? Ou alors troisième option, est-ce que vous, le risque pandémique, très honnêtement, vous n'y pensez même pas et vous trouvez que c'est la peur médiatique? Dites-moi tout ça en commentaire, je lis tout et ça fait souvent des échanges passionnants. Merci encore, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment important pour moi. Merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit pour un abonnement à la chaîne YouTube, par les commentaires et surtout pour ceux qui m'écoutent en podcast, les petites notes que vous laissez sur Apple Podcast et sur Spotify, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne, donc franchement, merci. Et si vous cherchez un courtier transparent avec des frais faibles, surtout si vous voulez investir à l'international et pas uniquement en Europe, de mon côté, j'utilise Trade Republic. Vous avez un lien de parrainage dans la description qui me permet de financer la chaîne et qui permet à vous d'avoir 10 € de bonus lors de votre inscription. J'aime beaucoup ce côté gagnant-gagnant et merci encore et à très vite pour une prochaine vidéo.